Bon midi tout le monde. Bienvenue à cette conférence midi en santé et bien-être des hommes sur RIM. Ce midi, nous recevons Naomi Bovy et Étienne Perrault du Centre de recherche sur de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Naomi et Étienne vont nous présenter un outil développé par le CREMIS pour soutenir les intervenants et les gestionnaires qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, la formule de la conférence midi, c'est que Étienne et Naomi vont présenter un peu le CREMIS, le portail comme tel aussi. Après ça, on va vous donner la parole pour avoir des échanges un peu cliniques sur les enjeux des personnes en situation d'itinérance. Puis, à la suite de la présentation, il va y avoir une période de questions. Pour vous dire aussi également que d'ici jeudi cette semaine, vous allez recevoir un petit courriel avec la présentation, puis également un lien vers un sondage d'appréciation de l'activité. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Naomi et Étienne pour la présentation de ce midi. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, Euh, merci. oui, merci tout le monde de nous accueillir auprès de vous aujourd'hui. J'imagine que vous êtes tous en train de manger votre lunch. C'est toujours un moment un peu privilégié pour attraper des praticiens. Euh, je m'appelle Naomi Bovy. Je suis avec mon collègue Étienne Perrault-Mandeville, comme Pierre l'a dit. On travaille tous les deux au CREMIS, moi en mobilisation, transfert de connaissances. Et mon collègue Étienne est professionnel de recherche. Puis, je voulais peut-être un peu donner le ton de notre présentation aujourd'hui en vous disant qu'on ne va pas résoudre l'itinérance en une heure ensemble. Aujourd'hui, ce serait un planning assez costaud de se donner ça comme objectif. Je voulais vous dire aussi qu'on travaille de près avec les équipes en itinérance qui nous rappellent sans cesse que c'est un phénomène très complexe qui exige une grande collaboration intersectorielle. Puis pour cette raison-là, c'est impossible de dire qu'il y a une seule personne ou un expert qui détient toute l'expertise à lui seul en itinérance. C'est une expertise qui fondamentalement se développe collectivement autour de ce phénomène-là. Puis c'est un phénomène, on le sait, qui fait vivre beaucoup d'impuissance, un sentiment d'incompétence qui est partagé. Et je voulais vous dire que c'est quelque chose qu'on ressent nous aussi dans notre équipe, même si ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur l'itinérance. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire humblement, c'est de piquer votre curiosité à l'égard d'une plateforme qui a été développée par le CREMIS du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal en vous présentant quelques contenus d'intérêt en lien avec des enjeux qui sont susceptibles de vous intéresser et de vous familiariser avec cette plateforme-là. Étienne, tu peux passer à la suivante. Merci. Euh, je vais au menu aujourd'hui. Une courte présentation du CREMIS. Après ça, on va ouvrir à des échanges avec vous autour des enjeux que vous rencontrez dans votre pratique en lien avec l'itinérance. Puis, ensuite, notre présentation, elle va s'articuler autour de deux questionnements cliniques euh, qui vont nous permettre d'aborder des contenus d'intérêt, puis en même temps d'incarner un peu pourquoi c'est utile de mobiliser la plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Oui, vous allez avoir accès au PowerPoint de la présentation. Ça va vous être envoyé jeudi, je crois, d'ici jeudi, que Pierre disait. Mm. Euh, c'est ça. Puis après ça, on va ouvrir aux questions sur le portail. Donc, on serait rendu à la présentation du CREMIS. Je vais faire ça un peu rapide. Pour celles et ceux qui connaissent pas le CREMIS, on est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. On est un centre de recherche en milieu de pratique. Concrètement, on est au sixième étage du CLSC des Faubourgs, au 66 Sainte-Catherine-Est. Notre mission, elle est double. Donc, on a une mission de production des connaissances, c'est-à-dire de réaliser des recherches, mais aussi une mission d'enseignement et de soutien aux pratiques. Puis pour cette deuxième mission-là, on mise sur des activités d'échange qui sont privilégiées. Au cœur de ces activités-là, on fait la mise en commun d'expériences et la recherche de solutions pratiques. C'est un peu comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Euh, Dans le fond, on vise aussi à soutenir les
pratiques alternatives en donnant des repères euh, autour de pratiques qui sont souvent méconnues, souterraines, en documentant ces pratiques-là, puis après ça, en les diffusant dans nos canaux, puis dans le cadre de présentations comme ça. Notre mandat, il est provincial, notamment pour la mission d'enseignement puis de soutien aux pratiques des professionnels du réseau, mais également hors réseau, donc dans d'autres milieux d'intervention comme le milieu communautaire, mais de plus en plus, on rejoint d'autres secteurs de l'action publique comme les corps policiers, les ministères, le champ de l'éducation. Voilà. On compte 70 membres qui œuvrent dans plusieurs disciplines avec des majeurs en sociologie puis en travail social, mais avec des pôles forts aussi dans des domaines plus santé comme par exemple la médecine, les sciences infirmières, l'ergothérapie, la réadaptation plus généralement aussi. Voilà. Euh, Étienne, je te passerai. Ah oui, je voulais dire, Ah, dernière petite chose. Les productions du Crémis se limitent pas au champ de l'itinérance. Je vous ai mis nos 9 champs thématiques à l'écran, sachant que plusieurs d'entre vous portent des missions qui dépassent ce champ-là également. Je vous invite à consulter notre site web pour découvrir d'autres contenus d'intérêt que ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est tout. Alors, je passerai la parole à Étienne pour animer cette brève période d'échange d'environ 10 minutes, je crois. ouais, parfait. Merci Naomi pour l'introduction. Donc, ben justement, avant de se plonger plus en détail dans la présentation du portail et de la plateforme, on aimerait faire une petite période d'échange avec vous. Tout ça dans le but d'avoir en tête à qui on s'adresse concrètement. Puis, on aimerait savoir comment l'itinérance ou les populations à risque d'itinérance vous interpellent dans vos services, comment ça arrive dans votre pratique. Puis là, étant donné qu'on a juste fait un 10 minutes, puis pour pouvoir justement entendre un maximum de personnes, on inviterait quelques volontaires à se présenter, puis à nous partager un ou deux enjeux qu'ils rencontrent dans leur service, dans leur pratique en lien avec l'itinérance et leur travail. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui travaillez de près ou de loin avec des hommes en situation d'itinérance ou à risque de l'être? Puis on parle de personnes à risque, on parle de personnes, des hommes qui vivent de la grande précarité au plan social, économique et résidentiel. Donc, c'est ça, quels sont les enjeux un peu que vous vivez dans votre pratique, que vous soyez intervenant ou même dans un rôle pardonnez-moi, de supervision clinique ou gestionnaire. Ouais, là, je vois des mains levées. Je vois pas toutes les mains levées, par contre. Je dirais avec Éric Couteau. Oui, bonjour. Alors moi, je suis directeur général du Centre de ressources pour hommes de Montréal. On vient en aide aux hommes, toutes problématiques confondues. L'itinérance, pour nous, est plus rencontrée pas pendant les périodes d'itinérance, mais dans tout ce qui est en périphérie, que ce soit en trajectoire de sortie de l'itinérance ou pour les clientèles à risque de l'être parce qu'il y a une instabilité au niveau du quotidien, parce qu'il y a des difficultés économiques, parce que la personne est très Hmm. isolée, vit en maison de chambre. On a un projet en prévention du suicide avec l'organisme Ma Chambre qui est en cours depuis un peu plus d'un an. Fait que, dans le fond, nous, c'est pas l'itinérance en tant que telle, mais c'est tout ce qui est à Hmm. risque, qui est autour, tant avant la période d'itinérance que après la période d'itinérance. Mhm. C'est Ok, super super. intéressant, merci. En fait, ce que j'anticipais en venant ici, puis Étienne aussi, c'est qu'on se retrouverait avec des personnes qui agissent un peu, parfois en le sachant, mais implicitement, en fait, en prévention. Euh, Parce que c'est quelque chose qui émerge peut-être pas directement dans la mission, mais que finalement, c'est un peu un état de fait. Euh, Hmm. alors, peut-être que je passerai la parole à Jean-Thierry. Oui, bonjour. Ben, écoutez, rapidement, je suis chef des services sociaux généraux au CIUS pour le Sud-Ouest Verdun. Donc, je m'occupe de l'accueil psychosocial, entre autres, à Verdun, Villemort et Saint-Henri. Puis, ben, définitivement, là, c'est pratiquement quotidien qu'on a à travailler avec des personnes à risque d'itinérance ou qui sont itinérants. Et je dirais la, 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 la difficulté des fois, c'est de travailler justement en équipe
dans des situations d'itinérance, c'est des situations complexes, de rejoindre, disons, rapidement. C'est des gens, des fois, qu'il faut raccrocher quand même rapidement. On peut pas les rejoindre comme de façon plus classique, puis leur dire, hey, on va vous donner un rendez-vous, ton numéro de téléphone, votre courriel et tout ça. Donc, c'est vraiment de pouvoir les rattacher rapidement, puis que les gens soient disponibles sur place pour pouvoir, quand on les accroche, je pense qu'on fait un bon travail, ils viennent nous voir, ils ont fait le premier pas, être capable justement de suivre, disons, cette impulsion-là. Voilà. Merci. On sous-estime souvent, même toujours, l'impact de l'accueil, en fait, de ces populations-là, ce que ça veut dire pour leur engagement après ça dans leur processus. Merci d'avoir mentionné cet enjeu-là. Je pense que les contenus, puis ce qu'on pourra présenter par la suite, va vous intéresser. Je vois Catherine Pelletier. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Pelletier. Je suis ergothérapeute dans le Centre-Sud à Vierge-GLM. Aujourd'hui, je pense que j'ai plusieurs de mes collègues là, qui assistent à la présentation. La clientèle cible pour laquelle on s'implique, c'est la clientèle amputée. Donc, c'est une clientèle là, qui est portée malheureusement souvent là, par vague. On a des personnes en situation d'itinérance. Il y a plusieurs enjeux, mais là, il y a deux enjeux principaux là, qui me viennent en tête. Donc, la première chose, c'est au niveau du cadre de réadaptation ici. Là, c'est très organisé avec des horaires, puis des fois, c'est plus difficile là, au niveau de l'implication là, par rapport à ça. Puis, un deuxième élément de difficulté, nous ici, notre mandat premier, c'est le retour à domicile. Donc, quand les personnes n'ont pas de domicile, c'est vraiment complexe, là, toute l'organisation, la préparation pour limiter les risques, puis s'assurer que la personne soit capable de fonctionner le plus possible comme avant, sans danger. Donc, voilà. Ouais, je comprends. Merci beaucoup de ce partage-là. C'est effectivement quelque chose qu'on a déjà entendu. Au CRIMIS, on a une chercheuse qui s'attarde particulièrement à la prévention, mais également à l'adaptation des services en itinérance pour les personnes qui ont là, pour le coup, c'est pas des amputés, mais pour des personnes avec des lésions cérébrales acquises. Donc, il y a certaines affinités. Puis vous trouverez certainement des choses d'intérêt dans ce qu'on pourra présenter. Tamara Lefebvre. Étienne, juste valider, on est toujours dans les temps. Je pense que ça fait 8 minutes. Il reste peut-être genre 1 minute ou deux. OK, parfait. Donc, Tamara, tu serais notre dernière, je m'excuse, vous seriez notre dernière intervenante. Oui. Oui, en fait, moi, je m'appelle Tamara, directrice des pratiques pour Maison Oxygène au Richelieu. Donc, nous, c'est de l'hébergement, le transport pour les parents en difficulté et leurs enfants. Donc, la grande majorité de notre clientèle, elle est en situation d'itinérance ou à très haut risque de le devenir. C'est souvent suite à une séparation. Puis, tu sais, ce qui est très, l'enjeu majeur, nous, dans notre situation, c'est qu'on est face à des hommes avec qui on travaille beaucoup la reprise de pouvoir sur leur rôle de père, de paternité, réinvestir ce rôle-là, puis de ne pas se désaffilier. Sauf que quand ils n'ont même pas le minimum, qui est un logement pour vivre avec leurs enfants, c'est très difficile pour eux de voir qu'ils vont être capables de faire ça. Puis, nous, on travaille beaucoup avec les PSL, dont les PSL en itinérance, mais les critères sont quand même nombreux à respecter. Puis c'est aussi que c'est un engagement à très long terme pour nous en tant qu'organisme communautaire de faire un suivi des fois jusqu'à 5 ans. Ça nous a demandé de tout revoir nos pratiques, puis sélectionner des candidats de manière très pointue, puis c'est des fois déchirant. Je comprends. Puis en fait, au CRIMIS, on a un projet de soutien aux pratiques SRA. Puis c'est ça. C'est effectivement des enjeux un peu crunchy, je dirais, très difficiles, dans lesquels les intervenants sont souvent placés au cœur des tensions. Puis je suis désolée que vous aviez à vivre ça. Quand je disais qu'on ne peut pas solutionner l'itinérance au complet aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il y a des enjeux structurels qui nous dépassent, la crise du logement, l'appauvrissement, les inégalités sociales qui sont en déploiement. Toutes ces choses-là existent dans l'alimentation du phénomène.
Par contre, aujourd'hui, on est ici pour vous donner des prises, des leviers d'action, puis j'espère que notre présentation va pouvoir euh, vous donner un peu d'espoir dans, dans ce contexte qui est plutôt difficile. Et que c'est un peu là-dessus qu'on s'inscrit. Étienne, le Hmm. temps, on est comment? Ouais, il faudrait passer à la prochaine. Parfait. C'est ça, c'est le temps qu'on avait pour discuter des enjeux, mais je pense que c'est des enjeux qu'on peut garder en tête en parlant du reste de la présentation. Étienne, je pourrais passer au questionnement clinique. On a déterminé que ça pouvait être d'intérêt de partir de questionnements cliniques ou de mise en situation pour un peu incarner pourquoi c'est utile le portail ou les contenus qu'on va vous présenter. Ça permet de les incarner, c'est ça, dans une pratique. Dans le fond, première mise en situation, qui est celle qu'on a rencontrée peut-être le plus souvent auprès de différents praticiens qu'on a dans nos courroies au Crémis depuis 20 ans. C'est celle de je suis praticien ou praticienne dans le réseau ou dans le milieu communautaire, puis je sais pas par où commencer pour m'informer. J'aimerais en savoir plus sur ce qui mène une personne à vivre une trajectoire vers l'itinérance, puis ce que je peux faire à mon niveau. Est-ce qu'il y a des contenus informés par la recherche pour m'éclairer? Étienne, tu peux passer à la diapo suivante. On a identifié quelques contenus directement qui pourraient vous éclairer pour répondre à cette première mise en situation-là. Euh, Puisqu'on est dans un contexte qui est celui du ROIM, donc on s'adresse à des personnes qui essentiellement ont de l'intérêt par rapport à la population diverse des hommes. On vous a ciblé un balado qui s'intitule La complexité de l'itinérance chez les hommes. Dans le fond, c'est un balado qui se base sur une entrevue avec un chercheur spécialiste de la question, Philippe Benoît Côté. Il est professeur en sexologie à l'UQAM et spécialiste du genre et de l'itinérance. C'est un balado qui explore, qui se base sur une recherche-action qui a été menée autour des trajectoires des hommes en situation d'itinérance, puis qui explore les différents points de bascule rencontrés par ces personnes. Ça remet en question l'image homogène des hommes en situation d'itinérance en abordant de front la diversité de leur profil et de leur parcours. Et ça donne quelques pistes, quelques messages clés à retenir de cette recherche pour l'intervention auprès des hommes. Je passerai à la diapo suivante. Le CREMIS, dans les dernières années, a développé un guide des bonnes pratiques en itinérance. Dans le fond, c'est un guide qui recense des pratiques d'intervention proactive auprès des personnes basées sur la littérature et sur l'expérience de, de, de- d'experts cliniques, si on veut, en itinérance. C'est un contenu assez conséquent qui est disponible en ligne et qui a jamais été conçu pour être consulté dans sa totalité. C'est plutôt un guide qui a été pensé pour euh, euh, être consulté au compte-gouttes en fonction de vos besoins. Euh, Puis son contenu a été décliné comme ça en fiches d'environ 15 pages, en capsules d'environ 3 minutes, pour justement répondre à des questionnements très pratiques qui sont proches des réalités du terrain. Donc, Voici différentes portes d'entrée par lesquelles vous pourriez vous attacher au guide. Les fiches pratiques de base à adopter qui s'intéressent à des thèmes comme comment accueillir, comment répondre aux besoins, orienter vers les services, donner des soins, accompagner les personnes dans leur cheminement. Il y a également des situations défis rencontrées dans l'intervention qui ont donné lieu à des fiches elles aussi. Donc, j'attire particulièrement votre attention sur la fiche prévenir qui s'attarde à la question comment intervenir auprès d'une personne qui vit de l'instabilité résidentielle pour éviter le basculement vers l'itinérance. Finalement, il y a également des compléments populationnels dont l'objectif, c'est pas du tout d'essentialiser le vécu des personnes, mais plutôt de rapporter ce que la littérature dit de leur entrée en contact avec les services, puis de leur trajectoire. Euh, Puis c'est des contenus qui s'adressent à tout intervenant susceptible d'entrer en contact avec une personne en situation ou à risque d'itinérance, peu importe leur niveau de compréhension du phénomène. Prochaine slide. OK. Je serais... Qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Ah, je pensais que c'était à mon tour. Non.
Je Bon, pense ok, pas. tu peux prendre le... Ok. Alors, vous vous demandez peut-être comment trouver des contenus d'intérêt en lien avec des questionnements de ce type. Ben, c'est pour ça que le CREMIS a développé une plateforme comme le portail de connaissances en itinérance. Puis avant de vous expliquer c'est quoi le portail, je voulais simplement faire quelques avertissements. Le portail, c'est pas un bottin de ressources communautaires. On sait que c'est un besoin, par contre, que les gens ont. Donc, on vous invite à consulter des pages web du 211 Grand Montréal et le répertoire du RAPSIM pour différentes ressources en fonction des besoins des personnes que vous avez dans vos caseloads. Euh, Par contre, je voulais vous dire qu'on a fait des consultations auprès de praticiens pour nous alimenter dans le développement du portail de connaissances en itinérance, puis on nous a partagé que plusieurs praticiens se sentent démunis devant la complexité du phénomène de l'itinérance et peinent à voir comment agir à leur niveau, comme je vous disais. Puis dans l'urgence de l'intervention, on nous a rapporté que la tendance était de référer les personnes à l'externe parce qu'on n'avait pas le sentiment d'être assez compétent pour le faire. Pourtant, les personnes qui travaillent dans des équipes spécialisées nous disent souvent que travailler avec les personnes en situation d'itinérance, c'est une invitation à revoir les bases de l'intervention, ce qu'on fait peu finalement dans un contexte de rapidité des interventions, d'urgence dans l'intervention, tout ça. Euh, donc, dans ce contexte-là, le portail en itinérance, il vise à outiller les praticiens afin de renforcer leur capacité d'action et amoindrir leur sentiment d'impuissance devant le phénomène de l'itinérance, sans pourtant les inviter à sortir de leur mandat. Le portail, c'est pas non plus un outil pour solutionner les cas complexes dans l'urgence. Au CREMIS, comme on le disait tout à l'heure, on travaille avec des praticiens depuis une vingtaine d'années, puis on nous partage souvent qu'ils travaillent dans des contextes marqués par une très grande standardisation qui privilégie l'utilisation de grilles, de cotes, de toutes sortes d'outils qui autonomisent ou automatisent la prise de décision, puis qui reconnaît finalement très peu le jugement clinique ou professionnel des praticiens. Puis pourtant, je pense que je vous apprends rien, il n'y a pas des outils ou des ressources pour tout. Puis parfois, ce genre de grilles ou de cotes peuvent reconduire des inégalités. Donc, tout ça, ça produit une perte de sens, de malaise, des questionnements professionnels qui dépassent très largement des questions de comment résoudre un cas d'intervention complexe dans l'urgence. Donc, c'est pour ça que la plupart des contenus qu'on retrouve dans le portail, ça donne des repères à l'intervention qui visent à alimenter le jugement clinique des équipes d'intervention. Euh, Prochaine slide. Le portail, finalement, c'est une plateforme qui centralise des contenus issus de la recherche sur l'itinérance, dont des balados, des infographies, des webinaires, des guides, des outils, des fiches synthèses, des résumés, name it, des capsules vidéo. Euh, Puis tout ça peut être filtré par des thématiques, par des populations, par des types de ressources. Prochaine slide. Mm. Ça sert à quoi ça sert? Ça sert à accéder à ces contenus-là, à s'informer pour actualiser les pratiques, à soutenir la tenue d'activités cliniques ou d'échanges entre professionnels pour gagner en perspective sur cette pratique-là, puis se sortir justement du rythme des crises, à faciliter l'orientation des nouveaux employés et stagiaires, puis à qui ça s'adresse, un peu comme le guide des bonnes pratiques à tout intervenant susceptible d'entrer en contact avec une personne, peu importe le degré de connaissance du phénomène. Ça s'adresse particulièrement aux personnes dans des rôles de supervision clinique, puisque c'est souvent ces personnes-là qui sont en charge de soutenir la tenue d'activités cliniques. Mais après ça, on souhaite que les personnes intervenantes elles-mêmes puissent aller fouiller dans le portail si ça leur chante. On sait aussi que la mobilisation du portail peut être facilitée par le fait que des gestionnaires ou du personnel qui les soutient peut identifier finalement des contenus d'intérêt pour leurs équipes pour les mettre à discussion finalement par la suite. Donc, je m'arrêterai là, puis je passerai la parole à Étienne. Fait. Merci Naomi pour la présentation du portail. Donc, ben voici, ça c'est le deuxième questionnement clinique 2 qu'on a retenu. Puis pour répondre à cette question-là, là, on va vous proposer d'aller se plonger dans la plateforme plus concrètement pour vous montrer un peu c'est quoi le portail, en gros. Donc, retenez cette question-là. Donc, plusieurs des personnes aînées que j'accompagne
vivre de l'instabilité résidentielle, quels sont les contenus qui peuvent alimenter ma pratique. Donc, ça, c'est un questionnement qui pourrait concerner justement des populations qui sont pas concernées directement par l'itinérance, mais des populations à risque de l'être. Euh, donc, ben, avant de plonger dans la plateforme, euh, pour naviguer dedans, en fait, on a développé deux outils d'aide à la navigation, dont une infographie et une capsule vidéo qui explique pas à pas comment naviguer dans le portail, qui montre un peu les différentes sections du portail, les différentes fonctionnalités, puis les filtres. Euh, donc là, je pourrais vous montrer un peu la plateforme. Je sais pas si tout le monde voit bien. On voit bien. Ouais, OK. Donc, non, c'est sûr que c'est une version 1.0 puis il mériterait peut-être d'être peaufiné dans l'avenir, mais déjà pour le moment, la plateforme elle fonctionne assez bien. Puis on aurait centralisé à peu près là, il y a 270 projets. Puis actuellement, on est dans la période de mise à jour annuelle. Donc, fin septembre, il va y avoir d'autres projets qui vont rentrer. Puis à chaque année, il va y avoir des projets qui vont être entrer dans ce portail-là. Donc, je pouvais présenter comme sommairement la plateforme. Donc, il y a trois grandes sections, on va dire. Une section qui est à la liste des contenus qu'on peut défiler vers le bas comme ça. Puis, en cliquant sur chaque liste, chaque projet, on va voir apparaître à droite la fiche projet détaillée, donc avec les informations sur le titre, l'année, les chercheurs impliqués, le statut du projet, les thèmes et du répertoire. Donc, vous voyez ici, puis il y a les liens qui mènent vers les ressources pratiques ou les rapports de recherche, entre autres. Puis, la troisième section, c'est ça, c'est section pour filtrer. Donc, vous pouvez filtrer par un ensemble de thématiques. Donc, vous pouvez filtrer deux thèmes ensemble ici. Et vous pouvez croiser avec des types de ressources pratiques ou même chercher selon des types de populations ici. Puis, c'est ça, si vous êtes intéressé de chercher par les projets qui sont produits par les instituts universitaires ou les centres de recherche, c'est également possible en bas. Et si vous voulez justement accéder à l'infographie pour savoir comment naviguer, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite, ça mène directement vers l'infographie. Puis si vous voulez en savoir plus sur le portail, ici ça mène vers la page qui présente le portail sur la page du CREMIS. Puis c'est ça, si vous voulez familiariser avec la définition des thèmes et populations aussi, vous pouvez accéder. Donc, pour revenir ben, à la questionnement clinique qui était sur l'instabilité résidentielle chez les personnes aînées, là, on avait ciblé un contenu. Donc, on peut vous montrer brièvement, si on clique par exemple précarité, instabilité résidentielle et les personnes aînées. Là, nous, on avait ciblé cette conférence ici qui s'appelle l'instabilité, précarité résidentielle chez les personnes aînées, qui était, je pense, à l'échelle du Québec, si je me rappelle bien. Donc, oups, excusez-moi. Je disais. Euh, donc, c'est ça, fait que c'est une conférence en réécoute qui est menée par Julien Simard, qui est postdoctorant au CREMIS, puis Martin Caron, qui est coordonnateur pour les programmes de soutien à domicile pour les personnes âgées, SAP. Donc, dans cette conférence-là, ça explore justement la documentation des premiers épisodes d'itinérance chez les personnes aînées. On sait que ça, c'est un enjeu dans les dernières années concernant la population itinérante. On voit de plus en plus des visages des personnes aînées qui connaissent le premier épisode d'itinérance. Donc, dans ce webinaire-là aussi, on propose des pistes pour adapter les pratiques d'intervention, repérer des signes d'instabilité résidentielle et mieux soutenir aussi les aînés à risque d'éviction de vivre à la rue, en fait. Puis ça s'appuie sur des recherches et un outil clinique qui a été développé, entre autres par le CREMIS, qui est un outil de repérage sur l'instabilité résidentielle. Euh, Dans ce dîner-là, j'en profite pendant que ah oui, tu vas-y. cherches l'autre contenu. Il y a également Joanna et Marie Héninger qui sont de la Mission Old Brewery et qui discutent de leurs différents leviers d'action autour de la prévention de l'itinérance chez les personnes aînées. Pardon. Mm. Voilà.
OK. Pour faire un deuxième exemple, on pourrait se poser comme question complémentaire, c'est plusieurs personnes aînées aussi que j'accompagne qui vivent une grande détresse psychologique. Est-ce qu'il y a des contenus d'intérêt dans le portail qui pourraient justement m'intéresser? Si on prend un peu c'est que là, on peut réinitialiser ici. Donc, là, on avait coché, c'était bien-être, santé mentale et personnes aînées. Donc, on arrivait à trois contenus, puis ce qu'on avait ciblé, c'était le programme Visage. Euh, le programme Visage, c'est une plateforme d'apprentissage qui vise à outiller puis former le personnel de différentes organisations qui travaillent auprès de personnes aînées. Euh, Puis c'est ça, ça les outils, c'est forme sur différentes notions, en- entre autres sur la psychologie. Puis cette plateforme-là aussi, ça permet de faciliter la détection de la détresse psychologique chez les personnes aînées et d'intervenir plus efficacement auprès d'elles. Euh, Puis cette plateforme-là aussi, ça offre justement des notions en évaluation de programmes, entre autres pour les gestionnaires. Euh, ouais, c'est un peu ça qu'on peut retrouver. Là, on ne rentre pas dans les contenus spécifiquement. C'est juste pour vous présenter un peu la plateforme et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contenu à sélectionner. Donc, c'est ça. Je reviendrai ici. Et je laisserai la parole à ouais, Naomi pour la conclusion. Parfait. Ben finalement, c'est ça. On, je vous ai dit, on va pas résoudre l'itinérance en une heure ensemble, mais on espère qu'on vous a quand même montré une plateforme puis certains contenus aussi pour piquer votre curiosité, mais aussi vous familiariser avec la plateforme dans le but que vous y allez à votre tour en fonction de vos besoins. Euh, Puis, c'est ça, pour soutenir la prévention de l'itinérance, le portail, il regroupe des contenus qui abordent des phénomènes qui sont connexes, comme la pauvreté, l'isolement social, l'instabilité résidentielle, l'insécurité alimentaire, les questions de santé mentale. Donc, il y a toutes sortes de contenus qui peuvent être d'intérêt pour vous en fonction de la place que vous occupez dans cette espèce de responsabilité partagée pour soutenir, pour l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance, pardon. Puis on vous invite à vous l'approprier un petit peu plus. Puis finalement, c'est ça, comme je disais, le CREMIS, il couvre des champs thématiques variés ou qui vont au-delà de l'itinérance pour vous nourrir dans vos interventions. Euh, Étienne, est-ce que tu pourrais juste mettre l'autre diapo d'après? Ah, Oui, c'est ça. non, Oui, c'est c'est bon. ça. Finalement, on vous invite à vous abonner à notre infolettre pour rester à l'affût, notamment des événements parce que il y a des dîners d'apprentissage en itinérance au Crémis. Puis on est sur le point de pondre notre prochaine programmation. Puis les dîners d'apprentissage, ce sont des lunch and learn, un peu comme ici, où on prend le temps d'aborder finalement des thématiques en lien avec l'itinérance, avec des chercheurs des personnes issues de milieux d'intervention diversifiés qui viennent présenter certains contenus. Après, on les fait dialoguer ensemble pour justement essayer d'aller un peu plus loin dans le croisement des regards autour de phénomènes comme migration précaire et itinérance. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre infolette. Puis, on serait rendu à ouvrir finalement aux questions, commentaires. Je sais que Pierre, tu voulais reprendre un peu les questions du chat pour Ouais, qu'on il y a le puisse y chat. répondre aussi. Je sais pas comment on veut fonctionner. Est-ce qu'on ouvre aux personnes qui lèvent la main en premier ou tu veux tout de suite nous parler? Si les personnes ont des questions puis ils veulent prendre le micro, donc vous pouvez ouvrir votre micro, lever Mhm. la main, puis après ça, on va vous donner le tour de parole. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le clavardage, là. Parfait. Très bien. Donc, qui veut se lancer? Avez-vous des questions, commentaires? Est-ce que... Ah oui, Pierre? Non, ça va. Je n'en vois pas pour l'instant. Est-ce que
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager un peu leurs enjeux en lien avec l'itinérance? Au besoin, on peut même aller dans la plateforme, faire des recherches un peu avec vous. J'ai le souci que ce soit utile pour tout le monde. Je sais qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Mathieu Michaud? Mathieu? Ouais. Oui. Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Nous, en Gaspésie, l'itinérance a un total autre visage. Dans le fond, l'itinérance n'est pas visible, elle est cachée. Mhm. Je suis à la maison Oxygène en Haute-Gaspésie, comme Tamara au Richelieu. Fait que voilà, c'est sûr que je siège sur différentes tables, là, ben, sur une table au niveau de l'itinérance. Mhm. Puis, il y a eu aussi un exercice de dénombrement, là, une tentative d'exercice de dénombrement en Gaspésie pour l'itinérance. Mais Mhm. comme je vous dis, nous, c'est pas visible, c'est souvent caché. C'est saisonnier, beaucoup l'itinérance en Gaspésie, fait que ça se passe dans les roulottes, dans les tentes, dans les campings. Fait que nous, on a une augmentation de la demande, bien sûr, là, quand les froids arrivent, comme présentement. Fait que voilà, super en tout cas là, de trouver des outils là, pour pouvoir documenter aussi là, mes collègues de d'autres ressources communautaires qui sont voués spécifiquement à l'itinérance. Fait que je vais passer le mot. Puis ben, je voulais juste partager notre réalité là, qui est totalement autre qu'en ville, ici en région. L'itinérance a un tout autre visage. Fait que voilà. C'est super. Merci beaucoup, Mathieu. En fait, ce que vous dites, c'est pas étranger aux productions du Crémis. Pour les personnes que ça intéresse, le Crémis a développé, a participé au portrait, au deuxième portrait qualitatif de l'itinérance au Québec. Donc, ça donne voix justement à toute cette itinérance invisible, cachée. Puis, les questions de comment l'itinérance se vit en région sont explorées. Dans le portail, vous pourriez accéder à ce contenu-là aussi. Euh, dans le fond, ça a donné lieu à un rapport, mais ça a également donné lieu à un, un midi du Crémis, donc c'est-à-dire une conférence qui est disponible en réécoute. Donc, je vous invite à aller explorer ces contenus si ça vous intéresse. Puis le Après, porte. je vais recenser en fait les contenus que j'ai mentionnés, puis on pourra les transmettre à Pierre pour la diffusion. Super, merci. Je vais effectivement être intéressé par les coordonnées du portail dont vous avez fait mention. Oui, parfait. Ben, vous allez l'avoir au travers de la présentation PowerPoint, mais je vais en plus mettre les contenus quelque part pour le transmettre à Pierre. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre parole? C'est sûr que là, on vous donne des contenus, mais on n'est pas dupe non plus, on n'est pas naïf, au sens où le fait d'avoir des contenus en main, ça ne suffit pas à régler tous les problèmes en lien avec les enjeux que vous nommez. Il y a beaucoup des enjeux que vous vivez qui sont euh, en lien avec la capacité de vos équipes. Puis, les contenus qu'on vous propose ne sont jamais prescriptifs dans cette perspective-là parce qu'il faut que vous puissiez vous les approprier en fonction de ce qui est possible pour vous. Donc, je suis consciente que ça peut être une lourde tâche de s'approprier tout ce chantier-là, mais je vous invite à le faire à petite dose. Effectivement. Ben, Étienne l'a présenté un peu quand même plus tôt dans la rencontre, mais il y a des contenus qui sont vraiment intéressants pour éviter justement, pour favoriser le meilleur accompagnement vers les services des personnes qui sont à risque d'itinérance, aussi éviter le syndrome de la porte tournante, là, ça, Mhm. donc, que la personne tombe entre deux chaises. Donc, c'est vraiment aller consulter cet outil-là en fonction de vos enjeux, vos intérêts pour voir quel contenu pour. Il y a certainement du contenu qui est approprié pour vos recherches, là, puis vos besoins également aussi. Euh, MLE-O 2620 a levé la main. Bonjour.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je m'excuse. Oui. Je suis dans un bureau à air ouvert. Désolée, bienvenue à l'accueil psychosocial. Donc, moi, c'est comme un commentaire slash, j'ai comme plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Premièrement, dans le fond, nous, on est l'accueil centralisé au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc, nous, on reçoit les demandes de différents professionnels. Fait que, l'enjeu numéro un qui revient, c'est la difficulté et l'impossibilité de rejoindre le client. Donc, malheureusement, après 3 tentatives, on doit fermer la demande. Nous, ça nous fait vraiment crève-cœur. Ça, c'est une chose que, comme chroniquement, ça arrive souvent. D'autres choses, c'est qu'on a des clients qui se présentent au CLSC, des fois dans des états, dans le fond, d'intoxication. Ça aussi, c'est un enjeu en tant que travailleur par rapport à notre sécurité, mais la leur également. Donc, on veut les aider, on veut les soutenir, mais malheureusement, ils ne sont pas dans des états de recevoir de l'aide en termes CLSC. Euh, L'impuissance, beaucoup d'impuissance, parce que dans le fond, l'accessibilité au niveau de l'hébergement, des fois, j'ai des clients qui sont à la limite, qui ont eu des avis d'expulsion. Donc, ils m'arrivent avec le papier dans un fait accompli. Il reste comme 2 jours, un jour. Ils sont dans le fond, tu sais, vraiment ils sont pas venus avant, là. Il dit, ben, écoutez, madame, j'ai reçu mon papier, ça fait genre 3 semaines, mais, ou 2 semaines, j'avais pas le courage de venir. Fait qu'il y a beaucoup de honte, pour eux de tout ce qu'ils vivent. Puis le manque de place à l'hébergement, donc j'ai essayé j'ai cogné à plusieurs portes. J'ai parlé même à la personne en connexion de mon CIUS. Puis il me dit, écoute, Marie-Claire, c'est mon prénom. Il me dit, écoute, Marie-Claire, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais il n'y a pas de place. Donc, j'ai essayé la Maison du Père, j'ai essayé Oldbury, j'ai essayé Accueil Bonneau. Puis, un autre des problématiques que j'ai, c'est qu'on a des clients qui sont avec des statuts précaires, donc qui sont pas citoyens. Comme mettons, j'avais un client qui avait un PVT, donc il était exclu de tout ce qui était maison subventionnée. Donc là, il restait pas vraiment de choix pour lui. Puis là, moi, j'essayais de voir avec lui pour aller dans des refuges ou aller, mettons, à Cap-Sebardamé, mais le client n'était pas à l'aise puis il préférait dormir dans sa voiture plutôt qu'aller dans le fond dans la ressource parce que justement lui vivait dans le fond de l'intimidation puis des jugements dans le fond des autres parce que lui était comme pas nécessité, pas dans le portrait typique. Puis là, il était comme par gang. Fait que tu sais, multi-commentaires de ma part, mais bref, c'est tout ce qui me vient en tête là. Mais il y a beaucoup. J'ai travaillé en itinérance à l'accueil Bonneau très jeune, dans les maisons de réadaptation. J'ai toujours travaillé en milieu de vie à part maintenant. Donc, je faisais les 4 maisons de réinsertion. Tu sais, je cognais, je disais aux gars, venez, on va faire un pique-nique, quoi que ce soit. J'avais 18 ans. Puis sinon, j'ai toujours travaillé en appartement supervisé avec des jeunes de la DPJ. Fait que, tu sais, c'est tellement complexe. Puis c'est vrai que des fois, on ne sait plus quelle porte cogner, mais maintenant, c'est de plus en plus ici à Montréal, c'est les gens qui n'ont pas de statut. Puis là, quand ils n'ont pas de statut, eux, ben, ils sont pas censés être au Canada. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est Ouais. méga délicat, méga délicat. Écoute, Marie-Claire, je te mentirais pas, c'est des enjeux super complexes, puis on est tellement conscient que c'est comme ça que ça se reçoit dans le travail, finalement. Euh, la question des statuts précaires, j'ai un peu fait un- une petite pub tout à l'heure. Ce sera parmi les thématiques qui vont être abordées dans notre prochaine programmation de dîner d'apprentissage, donc cet hiver ou ce printemps. Euh, donc, juste vous dire, abonnez-vous à notre infolette. Ça va, je suis sûre que ça va être utile. En fait, euh, donc, il va avoir des outils, il va avoir des réflexions pour situer un petit peu ce phénomène-là euh, dans votre pratique, puis comment est-ce que vous pouvez agir à votre niveau. Donc, je vous invite à venir à ce dîner-là, puis je pense qu'il sera très d'intérêt pour beaucoup de gens. On a beaucoup entendu parler de ces thématiques-là. Euh, la question de l'accueil puis de la difficulté à rejoindre les personnes, l'état d'intoxication dans lequel ils arrivent. C'est des choses qui sont abordées dans la fiche accueillir, puis accompagner également. Donc, peut-être ces 2 fiches-là seraient d'intérêt pour votre équipe. Il y a des capsules vidéo aussi pour voir un peu si ça peut être d'intérêt d'entrer un peu plus en détail dans les fiches. Mais c'est ça. C'est dur parce qu'on sait qu'on est dans des injonctions de fermer des dossiers, fermer des choses. Puis en même temps, pour les personnes en situation d'itinérance, le fait même de se présenter est une demande qui demande beaucoup de mobilisation, de volontariat finalement, parce que ces personnes rencontrent beaucoup de
préjugés, c'est ça, euh, dans leur demande de service. Puis après ça, c'est des questions à se poser dans l'équipe. Tu sais, c'est quoi vos capacités, justement? C'est quoi la flexibilité que vous pouvez avoir en tant qu'équipe? Ça se réfléchit pas tout seul, ça c'est sûr. Puis il y a des injonctions, effectivement, qui vous dépassent. Ça, je comprends. Euh, la fiche accueillir vous propose certaines stratégies pour cultiver le volontariat, la motivation chez les personnes. Après ça, je suis pas sûre que c'est vous, à l'accueil psychosocial, que ça doit reposer, tu sais. Je suis pas sûre que ça doit reposer essentiellement sur vous, ces stratégies-là, mais ça peut vous donner des... Ben, généralement, c'est que nous, on a le droit à 3 rencontres pour faire un suivi court terme. Moi, c'est ça. souvent, dans certaines situations, puis pour la majorité, je vais offrir 3, mais je vais aller au-delà. Mais là, Mm. après ça, ça arrive que certains clients, tu sais, s'attachent parce qu'ils ont un lien thérapeutique avec nous. Fait que même si on veut essayer de déléguer, il y a tellement une grande vulnérabilité qu'ils reviennent dans le fond vers nous, puis ils veulent Ouais. pas d'autres intervenants. Fait que même si j'ai fait le pont vers les ressources appropriées qui ont plus une spécialisation, ils ont tellement vécu de trauma, ils ont tellement un profil tellement complexe que c'est comme si, peu importe la cassette, peu importe si même moi je serais en présence avec, mettons, le travailleur avec qui je veux dire, voici le suivi, je te le dépose dans tes mains. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas le choix de faire une cessation de service en disant au client, je t'ai référé dans les ressources appropriées, puis il faudrait que je refuse le suivi court terme parce que je m'engage dans quelque chose, puis j'ai dit initialement au client, écoute, je te dis, ces 3 rencontres, je peux pas aller au-delà, c'est mon mandat, c'est ça. Tu sais, idéalement, je dirais, va au CLSC Centre-Sud parce que eux, mettons, il y a un mandat, quoi que ce soit, mais le client ne peut pas se déplacer ou il y a Ouais. eu telle situation. Tu sais, ça, c'est pour nommer une situation parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de naviguer dans ce mandat-là Ouais. parce que moi, ça fait 1 an que j'étais à l'accueil psychosocial. Moi, j'étais tout le temps dans un mandat de milieu de vie puis de caseload avec une clientèle des ITSA qui, Ouais. eux aussi, vivaient d'autres genres d'enjeux. Fait que là, je trouve que c'est difficile de naviguer dans ce mandat-là. Tu sais, si, mettons, je serais dans Absolument. un organisme où que j'aurais un caseload, comme ça serait vraiment différent. Mais là, on représente aussi le système. Puis aussi, il y a beaucoup de clients qui sont fâchés aussi contre nous. Fait que, tu sais, c'est aussi la relation que nous, on a. C'est soit on a la confiance, soit on a vraiment la méfiance, parce que ce qu'on représente, c'est l'image des services qui n'ont pas du gouvernement, mon aide sociale que j'ai pas reçue, ou le fait qu'ils ont l'immigration. Mais là, vous allez m'écrire une lettre pour l'immigration, Madame Léonard. J'ai dit, ça va m'aider. Ils me disent pas agressivement, mais ils disent ça va m'aider. Mais je dis non, ça va pas nécessairement vous aider. Puis j'ai pas le droit dans mon mandat parce que ça peut au contraire vous nuire. Fait que, tu sais, c'est toutes Ouais. ces en dessous là, qui sont Absolument. difficiles. Fait que moi, je vais attendre 1000% votre outil parce que je sais ça, je veux en apprendre plus. Je veux vraiment qu'on soit outillé ici, notre accueil. On est super sensible, on veut vraiment aider, on va Ben oui. au-delà. Puis malheureusement, ben, on a des limites. Puis c'est nos boss, ils nous chicanent. Puis c'est avec raison, ils nous donnent des limites, ils nous donnent des balises en disant, écoutez, tu sais, vous pouvez pas tout faire, là. Non. Ça. Je pense que vous êtes déjà en lien avec l'équipe Connexion, là. Je pense que c'est des personnes qui sont très utiles, justement, les agents pivots, pour euh, faire preuve de conseils autour de ces personnes-là. Puis de comment, c'est ça, argumenter la suite des services avec ces personnes. Puis toute la question de comment se mettre à plusieurs, comment bénéficier, c'est ça, des autres personnes dont c'est le mandat aussi de s'occuper de l'accompagnement des personnes. Euh, je vous invite à aller voir la fiche répondre aux besoins et orienter dans les services. Ça donne quelques balises pour les collaborations, justement, avec d'autres équipes. Après ça, comme je vous ai dit, ça solutionne pas tout. Il faut se doter de pistes, je pense, entre les équipes. Des fois, c'est des rencontres inter-équipes qui peuvent être intéressantes. Après ça, je sais quand je dis ça, il y a des gens qui doivent rouler les yeux parce que c'est pas toujours dans les capacités de tout le monde. Mais je pense que vous faites déjà quelque chose de super, de flexibiliser vos services, puis je vous encourage, en fait, à continuer à vous questionner, à continuer à vous former. C'est ce que je peux faire, moi, dans les limites de mon propre mandat, finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, Naomi.
D'accord. Donc, qui nous remercie, mais qui vous remercie aussi là, pour le rappel puis la présentation de ce portail-là. Toutes les bonnes pratiques également aussi. Donc, pour celles et ceux là, qui sont plus dans le réseau aussi, vous pouvez vous référer également au site Internet du ROHIM. Là. Et même au ROHIM, là, nous, on fait beaucoup aussi de références vers les organisations qui accompagnent les hommes à Montréal, puis tout ça. Donc, on n'a pas de solution miracle, mais des fois, on a comme quelques ingrédients qui peuvent favoriser justement que la sauce pogne, comme on dit. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Il n'y a pas de main levée. Gênez-vous pas. Donc c'est cela. Merci à Marie, je crois, pour ton intervention. Marie-Claire, je crois. Ouais. Mm. Mais merci beaucoup, tout le monde. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essayait de parler? Euh, Ah, C'est juste pour Marie-Claire. dire merci. bon. Mhm. J'ai mis le lien vers votre infolette, l'inscription pour votre infolette dans la zone de chat, puis également aussi le lien vers le portail. On vous invite vraiment à aller le consulter parce que c'est l'ensemble des connaissances. En fait, il y a une bonne partie des connaissances pour soutenir les personnes en situation d'itinérance qui s'y trouvent également aussi. Allez sur notre site, Philippe Benoît Côté, on l'avait invité lorsqu'il a publié sa méga recherche là, sur les hommes en situation d'itinérance au Québec l'année passée, je crois. Donc, il y a beaucoup de contenu à ce niveau-là aussi qui peut soutenir la pratique. Donc, ça peut être intéressant aussi. Comme je le disais aussi en début d'activité, bon, le courriel avec la présentation va vous être envoyé jeudi cette semaine. L'enregistrement de la présentation va être disponible sur le site Internet du ROHIM là, dans une couple de semaines. Puis notre prochaine activité, le 15 octobre prochain, on va recevoir Mme Brigitte Lavoie qui va venir nous entretenir sur les mots d'espoir pour soutenir les personnes qui vivent des situations un peu plus difficiles, des fois au niveau psychologique. Donc ça peut être intéressant aussi là, pour vous. Là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions d'intervention, Naomi, Étienne, on vous remercierait énormément pour votre belle présentation. Vraiment intéressant également aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait fermer l'activité. Merci beaucoup, tout le Beaucoup monde, Oui, merci d'applaudissements. d'être présent. de nous avoir reçus, vraiment. Merci à vous. Merci. Bye bye.